Et on va enchaîner tout de suite avec Thomas. Bienvenue. Thomas, bienvenue. Voilà, asseyez-vous. Hop, micro. Bonjour. Donc Thomas, qui est le DG Iliad Group. Merci Thomas d'être avec nous pour cette journée. Évidemment, Groupe Iliad, groupe souverain par excellence, puisque d'origine française, mais qui rayonne un peu plus sur l'Europe notamment. Justement, si on pouvait donner quelques actions très concrètes que le groupe Iliad met en place en termes de souveraineté numérique, on peut insister sur quoi ? Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui sur cette question qui est centrale et comme ce qui vient d'être dit, non seulement pour la compétitivité de notre économie, mais aussi pour nos valeurs. On a commencé, nous, à travailler sur les questions de souveraineté numérique, ça peut en faire sourire certains, dès 2016, dès 2017. Et je dois vous dire qu'on a été surpris quand on a commencé à travailler sur ces sujets-là, parce que nous avons été moqués. Et l'existence même d'un sommet aujourd'hui à Bercy, début 2026, sur la souveraineté numérique me semble essentielle, parce que la première étape de la souveraineté numérique, c'est avoir conscience de ces dépendances. Et si on devait résumer ce qu'est la souveraineté numérique, en tout cas la façon dont on l'aperçoit chez Iliad, et sans être nécessairement grandiloquent, c'est tout simplement le droit d'exister dans le monde de demain. Ce qui se joue avec le numérique, avec l'IA, bien évidemment, c'est la compétitivité de notre économie, mais c'est aussi la façon dont on s'informe, dont on s'instruit, la façon dont il vient façonner aussi notre inconscient collectif. Et nos enfants s'informent beaucoup plus sur TikTok qu'en lisant Le Monde. Et je pense aussi que leur inconscient collectif est bien plus façonné par l'algorithme de recommandation de Netflix que par les grands classiques français. Et c'est une réalité. Donc ce qui se joue aussi, ce sont nos valeurs. Et enfin, c'est tout simplement notre indépendance et notre indépendance militaire. Je vais vous prendre 3 exemples très concrets dans le seul domaine que je connais un peu, qui est celui des télécoms. En Ukraine, si l'armée ukrainienne a tenu, et nous sommes opérateurs télécoms en Ukraine, ça peut faire mal de le dire, c'est grâce à Starlink. Et si Elon Musk avait mis à exécution sa menace de couper ses services, c'est tout un pays qui aurait vacillé. C'est ça la souveraineté numérique, de manière extrêmement concrète. Un deuxième exemple qui nous marque énormément, on a été en 2024 le premier acheteur de puces NVIDIA en Europe. Et ce que l'on constate, c'est qu'il existe aujourd'hui une géopolitique de l'intelligence artificielle. Chaque année, et ça devrait être publié là dans les prochaines semaines, il y a un executive order, un décret présidentiel de la Maison-Blanche qui définit la liste des pays qui ont le droit d'accéder aux dernières générations de puces NVIDIA. Et ce n'est pas une lubie de Donald Trump, ça existait précédemment avec Biden. Et on serait assez étonné de voir certains pays de l'OTAN, ce n'est pas la France, qui n'ont pas le droit d'accéder aux dernières générations de puces NVIDIA, notamment ceux qui se trouvent un peu trop proches de la Russie. Et dernier exemple concret qui nous marque, nous, en tant qu'opérateurs télécom pan-européens, on est présent dans 12 pays européens, c'est que les infrastructures télécoms en Europe font déjà l'objet d'une forme de guerre hybride. Lorsque vous avez de manière systématique les câbles sous-marins en mer Baltique qui sont sabotés, on n'a pas le droit de le dire publiquement, mais on sait par qui ils sont sabotés, et ben c'est dans les pays baltes, en Lituanie, en Lettonie, c'est pendant 3, 4, 5 semaines une chute du trafic Internet de 30 à 40%. C'est ça de manière extrêmement concrète les enjeux de la souveraineté numérique. Et aujourd'hui, alors il ne faut pas, je pense encore plus aujourd'hui, on sent qu'il y a pas mal de fenêtres qui s'ouvrent pour accélérer dans cette souveraineté, mais la bataille, elle n'est pas perdue. Enfin, voilà, qu'est-ce qui nous fait dire que la bataille n'est pas perdue, justement ? Alors, la bataille n'est pas perdue et non, et clairement non, et la preuve en est, il y a un certain nombre d'acteurs européens, j'espère qu'Iliad en fait partie, que ce soit sur les infrastructures, qui sont la colonne vertébrale de la souveraineté numérique, le déploiement de la fibre optique, de la 5G, des data centers, et là, on y reviendra peut-être, il faut faciliter le déploiement de ces infrastructures,
Nous investissons aussi chez Iliad dans le cloud et dans un cloud souverain à travers Scaleway, qui est une solution qui a été développée en interne par nos 700 développeurs. On aura le DG de Scaleway au cours de cette journée. Là, qui développe, Damien Lucas, qui développe toute la stack logicielle. Et ce qui est intéressant, pourquoi on parle d'une solution souveraine avec le cloud de Scaleway, nous sommes soumis à aucune législation extra-européenne. Nous ne sommes soumis ni au Patriot Act, ni au Cloud Act, qui peuvent créer des problèmes de compromission de vos données, même avec les constructions juridiques récentes où il y a de plus en plus ces solutions américaines qui passent par des revendeurs européens. Et puis il y a aussi le risque qui semble totalement ahurissant de coupure simple sur un mauvais réveil du président américain qui s'est levé du mauvais pied. Mais aujourd'hui, on se dit que ça peut être possible. Là où auparavant on se disait non, il ne le fera jamais, mais là tout d'un coup on se dit, quand on entend ce matin les déclarations. On investit aussi beaucoup dans les data centers et enfin dans un sujet qui nous paraît essentiel, c'est la recherche au travers de notre fondation QTI. Et je rebondis sur la table ronde juste avant là, avec Mayonel et Caroline Choupinot. L'accompagnement des startups aussi qui est important parce qu'on sait que les hyperscalers américains font beaucoup avec des programmes de promotion. C'est le rôle aussi d'un groupe Iliad d'aller vers ces startups, de les accompagner. Alors on sait que l'actionnaire principal d'Iliad est très proche des startups et fait beaucoup déjà dans ce domaine. Mais est-ce que c'est le rôle d'un opérateur aussi d'aller vers elles, leur dire voilà, nous on peut vous proposer tel type de service que lorsque vous démarrez pour vous accompagner? En tout cas, ça participe à la résilience et à la souveraineté. Et est-ce que c'est le rôle d'une entreprise? Je ne sais pas. En tout cas, chez Iliad, et on a la chance d'avoir un actionnaire assez unique en la personne de Xavier Niel, on a toujours considéré que c'était notre rôle de favoriser l'émergence d'un écosystème tech en France et en Europe, ce qui aboutit à des investissements d'environ 300 startups par an et essentiellement en France. Alors, quelles décisions, selon vous, Thomas, devraient être prises par les États européens pour favoriser justement l'émergence de cette souveraineté numérique européenne? La première étape, c'est une question de volonté politique. Il y a eu un excellent rapport qui a été le rapport Draghi qui est sorti il y a un an, qui hélas n'a pas donné lieu à beaucoup de mesures très concrètes, ou en tout cas pas encore, mais c'est la volonté politique et penser la souveraineté numérique à l'échelle européenne. Je pense qu'il est totalement illusoire d'essayer de vouloir construire une souveraineté numérique uniquement à l'échelle d'un pays. Il y a un deuxième enjeu qui me paraît essentiel, c'est que notre continent, et particulièrement la France, a besoin d'une plus grande vitesse d'exécution. Et là, il ne faut pas pointer Bruxelles. Nous avons en France, et je le dis ici au ministère de l'économie, notre propre responsabilité. Là aussi, je vais vous prendre un exemple très concret. On a actuellement un superbe projet, un investissement de 2 milliards d'euros en Seine-et-Marne pour développer le principal data center en Europe dédié à l'intelligence artificielle. C'est une question de priorité nationale. Ce n'est pas moi qui le dis, ça a été défini ainsi par le président de la République, où il y a 3-4 grands projets pour pouvoir installer de la puissance de calcul en France, en bénéficiant à plein de notre électricité décarbonée. C'est une course de vitesse. Nous avons 3 ans d'autorisation administrative. 3 ans d'autorisation administrative. Et c'est totalement ubuesque. Je vais vous prendre un exemple très concret. Nous allons implanter ce data center sur une ancienne centrale à charbon et nous devons faire une étude faune et fleurs sur 4 saisons. Et pourquoi? Ce n'est pas à cause de Bruxelles. Si, à l'origine, c'est une réglementation qui vient de l'Europe. Mais c'est une surtransposition du droit européen en droit français. Bruxelles impose pour tout projet industriel une étude faune et fleurs sur 4 mois. En France, on a traduit ça par 4 saisons. Et lorsque vous mettez toutes les spécificités françaises bout à bout, vous arrivez sur un projet industriel qui pourrait sortir en 1 an à 3 ans d'autorisation administrative. Pour certaines, au nom de l'environnement, ce qui est très important, mais de manière totalement paradoxale. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? C'est que toute la puissance de calcul, tous les nouveaux data centers sont en train de se concentrer dans des pays à électricité très fortement carbonée. Là où en France, il faut désormais 4 ans pour sortir un data center de terre, il en faut moins d'1 an aux États-Unis. On a un exemple à Phoenix,
fameux Elon Musk encore, qui vient de sortir un énorme data center avec des turbines à gaz, un non-sens total environnemental. Et parce que nos projets, le nôtre, mais aussi d'autres acteurs européens ici en France, qui doivent s'appuyer sur une électricité abondante, décarbonée, ben voilà, au nom de l'environnement, ça devient un non-sens global. Troisième mesure qui est importante, ça a été cité lors de la table ronde précédente, c'est un European Buy Act. L'idée est d'avoir et de bénéficier de la commande publique. L'idée est de ne pas faire en sorte que l'État s'approvisionne uniquement avec des fournisseurs européens, mais on devrait imposer à minima sur chaque achat numérique 25 ou 30% d'achat public. Et ça nous semble essentiel. Alors, on commence à avoir une prise de conscience. Hélas, je ne peux pas donner beaucoup de noms parce qu'on n'a pas le droit, on est tenu par des accords de confidentialité sur les clients de Scaleway. Certaines nous autorisent à communiquer. On a par exemple VP, Miracle, et on commence à avoir des institutions publiques, et ça, c'est un bon signe. On a la Commission européenne où Scaleway va gérer l'euro numérique. Nous avons le ministère de l'Intérieur. Donc, vous sentez aujourd'hui que dans vos clients ou les grandes entreprises que vous visitez, qui ne sont pas forcément encore vos clients, quand même ce terme souveraineté, voilà, c'est clairement aujourd'hui, c'est remonté dans la liste des priorités, enfin des critères prioritaires? Beaucoup de personnes en parlent, le passage à l'acte est très limité. Mais on commence à avoir des bonnes nouvelles, notamment nos amis danois, et il faut aider nos amis danois en ce moment. Et c'était une des bonnes nouvelles de ce début d'année. La mairie de Copenhague a décidé de basculer tout son cloud chez Scaleway, chez cet acteur français. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis un an des mouvements au Danemark, mais il y a eu beaucoup de mouvements depuis que les premières annonces... 100%. Quatrième mesure qui est essentielle, c'est maintenir l'excellence académique, universitaire et favoriser l'innovation en Europe. Et on a la chance en France d'avoir une excellence académique, et notamment sur les questions de mathématiques, et il faut l'entretenir. Et peut-être à travers plus de partenariats publics-privés autour de l'innovation. Et ça me semble essentiel. Et le dernier sujet dont on parle moins, pour notre indépendance numérique, pour notre souveraineté numérique, c'est la question de l'énergie. Sam Altman avait dit l'année dernière que le coût de l'IA viendrait converger vers le coût de l'électricité. En France, mais aussi la Suède, ou encore un ou deux autres pays européens, on a la chance d'avoir une énergie abondante nucléaire, totalement décarbonée. Le drame, c'est qu'on a un peu trop de taxes sur cette électricité en France. On a probablement l'électricité la moins chère en Europe, mais lorsque vous mettez le coût des taxes et le coût de la distribution, on se retrouve très souvent avec un coût de l'électricité qui est beaucoup plus cher. Ce qui amène un certain nombre de start-up françaises, européennes, dédiées à l'IA, qui vont, pour des questions de coûts, et on ne peut pas leur reprocher, qui vont faire entraîner leur modèle aux États-Unis, à Phoenix, et non pas en Europe. Donc voilà, les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer sur la prise de conscience, et alors là, ce n'est pas spécialement en Europe, mais particulièrement en France, faire sauter les verrous administratifs, gagner en vitesse d'exécution, les talents, l'énergie, et enfin, on l'espère, un jour, un European Buy Act. Mais indépendamment d'une législation européenne sur un European Buy Act, tous les acteurs public français devrait s'emparer de cette question. Oui, et on sent bien qu'aujourd'hui, l'urgence se fait un peu plus forte. Il y a une question pour vous, Thomas. Que pensez-vous des déploiements massifs des câbles sous-marins par les GAFAM? L'Europe et les opérateurs télécoms doivent-ils investir davantage dans ces câbles sous-marins? Oui, nous devons investir collectivement davantage, et nous le faisons à travers un certain nombre de consortiums. Par exemple, l'Iliad devrait être partie prenante à un consortium dans l'océan Indien pour cofinancer des câbles sous-marins. Je le disais, hein, le fondement de la souveraineté numérique, vraiment la colonne vertébrale, ce sont vraiment les infrastructures physiques. Et si jamais je devais résumer ça, les grandes composantes, vous avez les infrastructures physiques, les logiciels, l'énergie et les talents, et un dernier point important, l'accès au capital. Merci Thomas Reynaud de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous sur scène. Voilà.